Je me voyais pas du tout lancer mon propre business. Je m'y suis intéressé et c'est vrai que ça m'a paru tout de suite attractif. Choisir ses propres horaires et de travailler de chez soi et d'être libre. La liberté et la créativité que ça peut offrir. C'est ça qui m'a inspiré à être auto-entrepreneur. C'est vendant d'être indépendant. Dans cette première interview d'Indépendant, je reçois Vincent. Après seulement 2 années de freelance, il a atteint la liberté qu'il souhaitait en travaillant pour de gros clients un petit peu partout en France, tout en étant tranquillement dans son salon ou à l'occasion un petit peu partout dans le monde en voyage. Bonne interview. Salut Vincent. Salut Quentin, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. C'est moi qui pose les questions. C'est ça, mon podcast est piraté. C'est toi qui a introduit, qui anime. Mais écoute, je vais te laisser parler du coup. Alors du coup, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Beaucoup de choses et je commencerai cette interview, donc je n'ai plus peur et je reprends la parole. Oh ! Alors comment ça va ? Bah franchement, ça va super. On est en petit week-end à la campagne avec une grande maison et tout, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait du bien un petit peu de sortir du bruit de la ville et tout ça. Ouais, de Schiltigheim. ça fait plaisir de partir de là-bas. Non, franchement, c'est sûr. Ça fait plaisir. J'ai rien d'autre à ajouter. Non, en vrai, j'aime beaucoup. J'adore Strasbourg. Quelle ville, je l'aime. Mm-hmm. C'est ma ville maintenant. Tu l'as acheté. Je l'ai acheté. Ah, c'est ça d'être indépendant et d'être freelance. Exactement. Vous pouvez acheter des villes. C'est ce qui se passe déjà en France. Attention. Ok, très bien. Non, mais être à la campagne, ça fait un bien fou. C'est vrai que ça permet de se ressourcer, ça permet de se concentrer sur les choses et tout. Ce qui m'amène à la première question. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Je garde cette question pour plus tard. Elle le stresse. Elle me tourmente. Elle te torture. Toutes les nuits, j'y pense. Est-ce que toutes les nuits, tu penses à elle ? Bien sûr. Colonel Régal. Bon, allez, attaquons directement le cœur du sujet. Tu es indépendant. Oui. Tu es freelance. Exact. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Depuis février 2018. Ouais, voilà, on a lancé nos boîtes d'auto-entrepreneurs en même temps, avec cette bonne administration française pleine de surprises, je pense qu'on peut le dire. Oh, pour le coup, moi, ils me mettent bien. J'ai jamais eu de problème, donc je ne les critique pas. Ouais. Je raconterai la fois où, sur tout le peuple indépendant français, je suis le seul à avoir été sélectionné pour ne pas recevoir l'aide Covid. Vous avez été sélectionné. Encore une référence aux inconnus, parce que j'en fais au moins une par jour, sinon je meurs. Exactement, c'est vrai que Vincent est connu pour les inconnus. Mais c'est un petit peu comme moi aussi, c'est quelque chose il m'a beaucoup influencé là-dessus. C'est pour ça que je fais pas mal de références, notamment dans le premier épisode d'Indépendant qui est déjà sorti. Allez l'écouter. Voilà. Mais c'est pas moi le premier épisode. Si, tu es la première interview. Ah. Mais les épisodes solo, étant donné que je ne peux pas non plus être tout le temps chez des gens pour m'incruster et leur poser des questions. Il faut que je crée du contenu par moi-même aussi. Donc tu es indépendant, tu es freelance, tout comme moi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir freelance ? Qu'est-ce qui t'a inspiré à l'indépendance ? Écoute, en partie c'est toi, parce que à la base moi quand je pensais à mon avenir, je me disais qu'il n'y avait que soit être dans un travail manuel, soit employé dans un bureau. Enfin, j'avais un truc très il y a que ça. Et en fait, c'est vrai que tu m'as un peu ouvert l'esprit, parce que je me voyais pas du tout lancer mon propre business. Mm-hmm. Et du coup, je m'y suis intéressé, et c'est vrai que ça m'a paru tout de suite attractif finalement de choisir ses propres horaires et de travailler de chez soi et d'être libre finalement. Mm-hmm. Donc, à moitié libre quand même, parce que faut quand même des clients, quoi. C'est sûr. Mais c'est pas des vacances, c'est du travail. Exact. C'est juste qu'on est son propre patron. Voilà, exactement. Finalement. Du coup, c'est ça qui m'a inspiré à être auto-entrepreneur. La liberté et la créativité que ça peut offrir, quoi. Mm-hmm. Est-ce que tu regrettes ? Non, pas du tout. Pas du tout, ouais. Oh, non. Tu serais capable aujourd'hui de retourner dans un bureau de 8 à 17 Franchement, ça pourrait se faire.
je pense, parce que si c'était vraiment un truc très intéressant. À un moment, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le Racing RCS. Club de Strasbourg. Voilà, le stade, le club de foot de Strasbourg. Et j'avoue que c'était, quand je commençais à devenir graphiste, c'était un de mes rêves de travailler dans le foot. Et du coup, j'aurais bien fait quelques mois pour voir au moins. Finalement, je leur ai dit non parce que je préférais rester indépendant. Et c'est toujours le cas. Hein. Mais je me dis pourquoi pas ce genre de choses, quoi. Donc, en gros, tu serais prêt à retourner dans un bureau, mais seulement pour un truc qui t'intéresse vraiment, Voilà, dans un contexte particulier, quoi. exactement. Mais plus jamais de 9 à 17 dans un truc... Au Crédit Mut, non. Ouais, je comprends tout à fait, Donc, pour toi, du coup, j'imagine que la liberté, c'est important. Ouais. Qu'est-ce que la liberté pour toi ? La liberté, c'est pouvoir choisir ses propres horaires. C'est pouvoir travailler avec les clients qu'on veut, enfin qu'on a choisi, et après que si eux sont d'accord de travailler avec nous, bah c'est nickel. Mais de pouvoir choisir ses clients, de pouvoir démarcher comme on veut, et surtout les travaux qui nous intéressent, quoi. Et ça t'arrive souvent de pouvoir totalement driver un projet. C'est, à l'heure actuelle, tu es plus en collaboration avec des clients, ou c'est plus une sorte de direction que tu donnes au projet ? Par exemple, avec le client avec qui je travaille depuis très longtemps, au début c'était plus eux qui me drivaient, mais maintenant, comme ils me font vraiment confiance, ils me disent juste voilà, on a besoin de ça, ça et ça. Tu fais comme tu veux. Nous, on avait peut-être pensé à ça, donc peut-être explorer cette piste. Mais moi, je fais un travail de recherche, et je leur dis vers quoi c'est mieux de s'orienter, et je leur propose 2 pistes graphiques en général. Donc, c'est moi qui propose les pistes graphiques, et après, c'est moi qui les décline. Donc, alors, beaucoup de choses. Là, j'ai 1001 questions. Oh, waouh. La première, c'est du coup, il y a un indice de confiance qui s'est développé sur le travail à long terme, alors que vous n'êtes pas en relation étroite, c'est-à-dire que vous échangez entre les intermédiaires et toi, par rapport à la boîte, mais au fur et à mesure du temps, il y a un vrai indice de confiance qui s'est développé. Exactement. Une marge de manœuvre. Et donc, quelque part, en fait, il y a une sorte de carrière, en fait, il y a une évolution qui est possible, finalement, même en tant qu'indépendant. Tu peux passer d'un simple prestataire à une relation beaucoup plus étroite. C'est ça, ouais. J'avais même un peu renégocié le truc en cours, parce qu'à un moment, j'étais tout le temps sur place dans cette entreprise. Je travaillais depuis là-bas, et au final, on a convenu que ça pourrait être pareil, voire même mieux si je travaillais depuis chez moi, puisque moi, ça me permettait d'être à Strasbourg, parce que l'entreprise est à Paris, et eux, ça leur permettait de faire appel à moi que quand ils avaient vraiment des gros projets, quoi. Ok, alors parce que des fois, j'avais disons qu'en étant 100% du temps là-bas, il y a quelques fois où j'avais rien à faire, donc j'allais voir les gens pour leur dire qu'est-ce que tu veux que je fasse. Mais ça c'est la pire chose, c'est-à-dire que c'est un piège déjà que je déteste dans la vie de bureau, c'est-à-dire que t'as des horaires, et même s'il ne passe rien, il faut être là, tu vois. Et donc, c'est-à-dire que, littéralement, t'es payé à rien faire, mais en fait, c'est pas intéressant, parce que pour la boîte, du coup, c'est de la perte, parce que il paye quelqu'un qui ne fait rien. Et toi, tu t'en veux, et en même temps, tu pars pas. Exactement. Parce que sinon, tu t'en voudrais encore plus. Très peu de sens, et pourtant, cette pathologie de la présence en entreprise, c'est une vraie maladie. Genre, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette position. Je connais des gens, des proches de ma famille, qui effectivement à l'heure actuelle sont dans un métier où ils vont à leur taf tous les jours, et ils travaillent 1 heure, et après le reste de la journée il n'y a rien à faire. C'est terrible. Ouais, et là pour le coup, c'est peut-être pas la meilleure attitude à adopter quand on est auto-entrepreneur, mais des fois maintenant, quand j'ai rien, quand j'ai envie de me faire une petite pause, allez, un petit call-off, quoi. Tranquillement. Voilà, effectivement. C'est ça. Il y en a qui seront plus
je vais chercher l'opportunité à faire encore plus. J'aimerais bien être comme ça, mais bon, des fois j'aime bien me faire des petites pauses, quoi. Oui, Et c'est prendre ça. du bon temps. Exactement, profiter en fait. Voilà, profiter du temps. La liberté, voilà, c'est aussi pouvoir choisir quand on veut travailler et quand on est en mode allez, là je me fais effectivement un petit call-off. Un petit call-off. Un petit call-off. Donc ça c'est très cool. Oh là, j'ai mille et une questions qui me viennent. Oh. Déjà du coup par rapport à ça, du coup t'es pas forcément quelqu'un, tu gagnes bien ta vie, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Y a même des mois où t'as très bien gagné ta vie pour quelqu'un en bac+2 etc. Je sais pas si t'as envie qu'on parle chiffres ou tu préfères garder ça un peu sous le manteau. Non, je vais garder ça un peu, ouais. Tranquillement, voilà. Mais ouais, disons en fait, quand je travaillais pour l'entreprise en étant 5 jours sur 7 là-bas, ouais. Bah forcément, avec un taux horaire de freelance, ça monte vite. De Paris en plus, puisque toi tu es à Strasbourg. Exact, ouais. Donc un taux de Paris, c'était pas mal d'argent. Mais comme quoi, on peut tout à fait sortir avec un... Non, toi tu as fait un bac+3. Parce qu'on s'est connus en DUT en bac+2 et toi t'es allé jusqu'au bac+3. Après démarchage de clients etc, donc très peu de contacts, tout ça, tu t'es fait ton trou et t'as quand même réussi à sortir un bon gros chiffre d'affaires. Exactement. Et même aujourd'hui ça roule très très bien quand bien même t'es plus à ce taux là. Oui, c'est ça. T'arrives à vivre très confortablement. Exactement, ouais. La deuxième question que j'avais par rapport à tout ça, c'était du coup, effectivement, maintenant tu arrives à leur dire oui, donc ça serait bien qu'on fasse aussi cela en fonction de... En fait, tu es tout à fait capable d'être force de proposition par rapport à ce qu'ils veulent, à leurs ambitions. Ouais. Donc, effectivement, au-delà de ce principe, cet indice de confiance dont on a parlé avant, il y a aussi en fait tout un principe de travail en collaboration et surtout alors pas d'expertise, mais de spécialiste, c'est-à-dire que tu te considères pas forcément comme un expert, mais en tout cas tu es tout à fait capable, quand bien même tu as 24 ans, de dire à une boîte qui fait des millions, c'est pas comme ça qu'on travaille, c'est plus comme ça. Exactement, ouais. Ouais, c'est ça, ils font appel à moi parce que, comme dit, ils savent que je suis pas trop mauvais. Et en même temps, comme ils me font confiance, si je leur dis quelque chose, ils vont évidemment le prendre en compte, quoi. Ce qui est bien, ouais, c'est que en général, mes clients sont très à l'écoute et même ils sont contents quand je leur propose des choses et ils se disent voilà, il prend son truc à cœur, quoi. Alors, quelle démarche tu aurais pour proposer tout en prenant compte des besoins du client ? Comment ça ? Eh bien, ton client te dit ok, je veux ceci, cela, machin, tel format, telle couleur, telle direction artistique. Et toi, tu arrives, tu dis alors, on va se calmer tout de suite. Mais du coup, quel est ton process pour réussir à garder le besoin du client ? Parce que le client a un problème, tu apportes la solution. Donc, comment est-ce que toi, tu mets la proposition sur le tapis tout en gardant effectivement la vision de base du client ? En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que je leur fais comme ils voulaient, mais en même temps, je leur fais une autre proposition où je leur dis, ça serait mieux, en fait, ça correspondrait mieux à ce que vous voulez et à vos besoins et tout. Et après, je leur laisse choisir parce que eux, ils ont exactement ce qu'ils voulaient et en même temps, ils ont quelque chose de mieux. Non, ils ont autre chose à explorer et ça peut leur ouvrir leurs horizons, mais bon, s'ils sont déjà contents avec le premier truc que j'ai envoyé, c'est nickel. Oui, c'est ça sert à rien de faire too much. Voilà. Autant faire, comment dire, premium, bien premium, quoi. Voilà. Bien plus. Ok. Alors, devenir freelance, ça prend. Surtout que tu m'as dit que toi, à la base, tu étais plus en mode alors soit un travail manuel, soit un travail de salarié en entreprise. Oui. Ce qui est malheureusement une vision binaire qu'on a quasiment à 95% tous quand on est à l'école et qu'on n'est pas forcément ouais, c'est ça. éduqué à... Soit tu choisis la voie professionnelle, soit tu choisis la voie c'est ça. Théorique, c'est technique ça. Et tout. Et par rapport à l'éducation, est-ce qu'il y a un professeur qui a été très intéressant dans sa méthode d'apprentissage, dans sa personnalité, et dont tu peux nous parler ? Et si oui, pourquoi ? Alors j'en ai deux. Ok. L'une qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai ? Ouais. C'était une prof d'histoire que j'avais en
histoire géo au collège, et qui était vraiment extrêmement intéressante. Quand elle nous racontait l'histoire, elle nous racontait une histoire. Donc ça m'a. Alors en géo, du coup, j'étais un peu moins. J'aimais un peu moins la géo parce que c'est juste apprendre des trucs par cœur. Finalement, ça m'intéressait pas. Alors que l'histoire, t'apprenait vraiment ce qui s'était passé avant. Donc moi, je voyais ça d'un bon œil. Et pour le coup, c'est elle qui m'a le plus intéressé à l'histoire. Et aujourd'hui, je dis pas non à regarder un petit documentaire. Un reportage. Un reportage. Parce que moi, à chaque fois, je sais pas pourquoi, quand je regarde un truc sur Netflix, un documentaire, je dis oh, il y a le reportage, comme si j'avais 80 ans. Donc, Parce qu'en plus, des fois, c'est des documentaires à l'américaine sur la NBA. Oh, il y avait le reportage sur la NBA. Sur le basketball. Ok, et qu'est-ce qu'elle avait de particulier dans sa pédagogie ? Déjà, elle était assez sévère. Enfin, disons que même les plus cancres d'entre nous, elle les tenait bien. Et en fait, t'avais pas envie de la faire chier, quoi. Ouais. Et en plus de ça, par contre, si justement tu te tenais bien, elle était ultra sympa. Donc en fait, c'était du respect, c'est-à-dire c'était pas vraiment de la crainte en mode oh là là, elle est trop chiante. Oui, machin. c'est ça. Ouais. Mais c'était vraiment ok, elle est sévère, mais il y a une raison. Oui, ça va dans les deux sens. Quoi. Tu la respectes, elle te respecte et inversement. Ce qui est la relation la plus saine qu'on puisse avoir, peu importe le milieu finalement. Et ouais, du coup ça c'était parfait, et même sa façon d'apprendre l'histoire était vraiment bien. Moi j'ai adoré. Après aussi j'ai un autre prof qui lui par contre est vraiment quasiment dans ce que je fais, Monsieur Senante. Ah là là, quel homme. On l'appelait Sensei Senante. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu veux que je bip son nom? Non, ça devrait aller. En plus, c'est positif. Oui, voilà. Tu chantes ses louanges, donc on a bien besoin de... Sensei. Sensei Sonante, du coup. Ouais. Et le S aussi, on l'appelait. Le S. Ouais. C'était SCH. Bien sûr. Que j'avais pendant mes études supérieures. Et en fait, il était prof de web design. Et en fait, il était extrêmement calme. Et il nous apprenait plein de choses, plein de théories, etc. Et il nous disait, allez-y, faites un site et tout. Du coup, on faisait nos maquettes, on les envoyait, et genre, une semaine après, quand on les corrigeait, quand on les regardait de nouveau pour voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, etc. Lui, il nous montrait à la fin la sienne. Et on était à chaque fois sur le cul parce qu'il nous pondait des trucs trop stylés, et on se disait mais que faites-vous en tant que prof ? Gagnez des milliards. Donc c'est cool parce qu'en plus il était une inspiration. Ouais, c'est ça, très très. Ouais, c'est ça. En fait, il nous plus que de nous dire ce qui n'allait pas et ce qui était bien, il nous montrait un truc vraiment très propre, pro. Dont les entreprises raffoleraient, quoi. Et pas forcément des trucs qui soient vraiment complètement dans les codes d'aujourd'hui, mais il cherchait quand même à faire des trucs intéressants graphiquement, donc c'était cool. Ouais, et très sympa, donc ouais. Donc, Sensei. Encore une fois, une relation de respect. Ouais. Et de motivation, puisque ça vous poussait à chaque fois qu'il vous montrait le reveal de ce qu'il avait fait, vous aviez cette propension à dire ah ouais putain, lui il a fait ça et tout, faut passer encore au niveau supérieur et tout. Pour le coup là, vu que c'était à l'université, c'était plus en mode s'il y en a qui font rien, tant pis pour eux, quoi. Donc fallait juste le suivre, et on apprenait vraiment bien. Comment est-ce que tu apprends aujourd'hui ? Comment j'apprends ? Sur ton métier, sur les choses qui t'intéressent. Comment tu t'éduques aujourd'hui ? À quel canot, pardon ? À travers quel canot ? En particulier, c'est quand je suis sur YouTube. Il y a enfin des Français qui ont eu la présence d'esprit de faire des vidéos j'améliore vos logos et tout, et du coup ils apprennent des choses, surtout sur les outils à utiliser dans certains cas où je me disais punaise, mais ce serait vraiment bien si c'était automatisé ce truc.
Bah, ça l'est, mais je ne le savais tu pas. le savais pas. Et ça, et aussi, dès que je fais un nouveau projet dans lequel je dois apporter ma patte graphiquement, je cherche l'inspiration, en fait. Et c'est là que je Cette découvre fameuse veille. le plus. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ça me permet toujours de m'inspirer. La veille, pour toi, c'est vraiment quelque chose de productif ou la plupart du temps, c'est quand même une perte de temps? Non, c'est toujours productif parce que je le fais pas en mode j'ai rien à faire, je vais faire de la veille. Je le fais toujours vraiment quand j'ai besoin d'inspiration, donc je cherche vraiment. Et en plus, j'ai très souvent une idée de ce que je veux faire en tête. Et je me dis plutôt comment la réaliser. Et donc, je cherche avec des mots-clés un peu le style que je veux. Et je me dis, ah voilà, c'est exactement ça. Mhm. Ok, donc tu es toujours dans une démarche active, c'est-à-dire que à chaque fois que tu fais quelque chose, Je cherche quelque chose. Il y a une idée derrière. Ouais. C'est pas juste bon, je vais faire ce truc, peut-être que ça va m'apporter quelque chose. Ok. Même si bon, ça peut des fois Ça peut arriver aussi. ça peut Effectivement, arriver. les accidents parfois sont bénéfiques. Vincent, tu consommes beaucoup de films quand tu ne joues pas à Call of Duty. À Warzone, Voilà, quand je ne fais pas des top 1. exactement. Oh là là, le petit flex, hein. Il frime directement. Avec la brouillane, tu sais, bon. Si ta vie était un film, lequel serait-ce? Alors, ce serait Retour vers le Back to the Future. Back to the Future de Robert Zemeckis. Bien sûr. Ouais, parce que, en fait, j'aime bien l'idée que il y a eu dans ce film, il y a eu un souci, dans le sens où, tu sais, le fameux élément perturbateur Bien sûr. de, celui qui a inventé la machine à voyager dans le temps meurt. Du coup, à ce moment-là, le gars part dans le passé en étant déboussolé de ouf. Et il doit trouver comment revenir. Et en même temps, il fait plus que ça, puisqu'il réussit à cause d'un problème qu'il avait lui-même causé, à tout arranger et à faire en sorte que les choses se passent beaucoup mieux dans le futur. Donc, vraiment, il a tout amélioré, quoi. Alors, en partant d'un problème réglé, il a amélioré. Donc il a fait encore plus que ce qui était demandé. Voilà. Plus que la quête pour laquelle il partait à la base. Exactement. Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans? Ça, justement. C'est ça? C'est le message du film? Ouais, c'est ça. Et le fait de... le côté famille, amis, là-dedans, je trouve qu'il est très bienveillant et tout. C'est important pour toi? Ouais. Donc, je respecte grandement ce film. Pourquoi la famille c'est important et les amis c'est important pour toi? Parce que ils seront, dans la plupart des cas, ils seront toujours là. Enfin, la famille, en tout cas, c'est sûr. Et sera toujours ta famille, même s'il y a quelquefois des différends. Et les amis, ça peut être une extension de la famille, voire une nouvelle famille. Donc, c'est toujours extrêmement important pour moi d'être bien entouré. Mmh. Et donc, effectivement, avoir cette liberté de travailler quand tu veux, ça permet aussi de réserver des créneaux parfois qui sont peut-être un petit peu plus importants pour profiter de la vie avec tes amis, ton entourage. Voilà, exactement. Ouais. C'est important pour moi de maintenir les relations. Est-ce que le voyage, c'est quelque chose qui te parle? Alors, de base, pas trop. Ouais. Car extrêmement stressé quand il faut organiser des choses comme ça. En fait, je suis quelqu'un d'extrêmement tête en l'air. La preuve, j'ai perdu mon portefeuille il y a une semaine. Mais je l'ai retrouvé. Donc ça va. Mais je suis vraiment tête en l'air. Et devoir organiser des choses aussi complexes, avec autant de trucs auxquels il faut penser qu'un voyage, ça me procure beaucoup de stress. Mmh. Mais une fois que c'est fait, que tout ça est accepté et que je voyage, je suis j'adore ça. Mmh. Donc, tu devrais voyager tout au long de l'année ou t'es quand même quelqu'un de plus de sédentaire? Non, je suis plutôt sédentaire en vrai. Avec des petites périodes de nomadisme, tranquillement. Voilà, c'est ça. Pour profiter. Si l'occasion se présente, par exemple, ma copine habite dans le sud, elle m'a dit, écoute, moi j'y suis pendant 2 mois, viens un petit peu. J'arrive. Avec plaisir, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ça me permet peut-être de faire une transition sur mon setup.
je sais pas. Tout à fait. Mais en fait, là, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas chez moi, j'aimerais bien d'ailleurs, hein. On est à la campagne. Et chez moi, j'ai un bon PC Windows très puissant pour bosser et pour Warzone. Et avec un gamer, un gros gamer. Un bon gros joueur. Et avec 2 écrans de super qualité au niveau des couleurs, parce que c'est très important. D'ailleurs, si vous recherchez un très bon écran au niveau des couleurs et tout, choisissez une dalle IPS. Voilà. Pour les graphistes. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose à laquelle on est éduqué. Non, pas du tout. Le soin de son matériel. Parce que les écrans, effectivement, entre le dot pinching, la couverture sRGB, la dalle de l'écran, le truc anti-reflet, etc. Enfin, Mais c'est fou parce que à la base, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais une vision très 500 €, je vois pas, c'est un écran, je vois pas de différence. Bon, pour le coup, les écrans, je pense que si, parce que j'ai quand même eu toujours un peu un souci du détail, mais en soi, pour avoir du matériel de qualité, faut le mettre le prix, quoi. Donc maintenant, je suis plus du tout dans le même payer peu cher quelque chose, ça va me faire dire je serais moins chaud, tu vois. Mais je préfère vivre avec des choses de qualité. C'est ça, exactement, qui tiennent dans le temps, surtout plutôt que de me dire je vais acheter ça et qu'au final ça claque au bout d'1 an, quoi. Du coup, je fais en sorte d'avoir des trucs qui tiennent vraiment dans la durée. Quitte à mettre vraiment le prix. Par exemple, là, tu as un MacBook Pro dernière génération. Exact. C'est quoi ? C'est le 16 pouces, c'est ça ? C'est le 13 pouces. Le 13 pouces. En fait, justement, j'ai ce gros PC à la maison très puissant. Et en fait, quand j'ai voulu aller chez ma copine dans le sud, je me suis dit, c'est enfin l'occasion de mettre un peu le prix dans du matériel de qualité, parce que j'allais continuer à travailler là-bas. C'était pas juste pas que des vacances. Et je me suis dit, comme j'en avais envie depuis si longtemps, parce que je trouve que en termes de qualité, de mobilité et de batterie, c'était le plus nomade en fait pour moi de prendre un MacBook. Et ça faisait longtemps que j'en avais envie. Et du coup, j'ai pris ça en complément d'un iPad que j'avais déjà, du coup, Pro, ouais. Et qui peut me permettre d'avoir en fait un double screen directement, très rapidement, sans avoir besoin de branchement. Et à la base, je voulais prendre un 16 pouces parce que toujours plus de confort, finalement. Le confort d'avoir un grand écran. Mais comme j'ai un deuxième écran, au final, le 13 est nickel parce que il est très facile à transporter et il est ultra léger. Puis surtout, maintenant, tu es un habitué de l'écosystème Apple, puisque tu as une Apple Watch, MacBook, iPhone. iPad, iPhone. Ouais. Non, c'est cool. Maintenant que tu bosses avec tout ça, ne serait-ce que par exemple AirDrop, c'est quand même une capacité de transfert qui est impressionnante. Ouais, et qu'on retrouve pas ailleurs à ma connaissance, ou alors c'est quand même, faut installer des trucs externes, toujours des choses annexes. Voilà. Ok, on arrive tranquillement à la fin de ce podcast, de cet épisode avec toi. Donc en tout cas, ce qui est cool par rapport au voyage, c'est que en termes de mobilité, là, si demain par exemple tu as envie de partir à Rio, tu peux tout à fait prendre un billet d'avion et dans 2 jours tu es à Rio, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Et ça c'est un vrai plaisir tout de même. Si tu pouvais voyager là très rapidement, où est-ce que tu irais ? Et au Japon. C'est vrai ? Au Japon ou aux États-Unis. Ouais, bien sûr, je comprends tout à fait. Le Japon, car je l'ai fait et que c'est incroyable. Les États-Unis, parce que je l'ai pas fait. Mais c'est incroyable. Ok, très bien. Petite question supplémentaire, la fameuse question à laquelle tu ne peux pas échapper. Avant de finir le podcast, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Je deviendrais indépendant. Ah c'est fait. Non, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur ? Je pense que j'irais démarcher toutes les entreprises dans lesquelles je veux travailler absolument, et je serais vraiment le mec très chiant de type allez, embauchez-moi. Enfin, embauchez-moi. Travaillez avec moi. Et je serais vraiment insupportable, et je serais vraiment
comment dire, mais partout, que ce soit à Strasbourg, à Paris ou ailleurs, j'enverrai moult CV, moult mails et moult appels pour. Et qu'est-ce qui te retient de faire ça? La peur de saouler les gens qui sont là. Ouais, bon, ça fait 8 fois quand même qu'ils nous appellent. Après, l'audace paye, tu vois. Dans le sens où, quand toi, tu n'étais pas encore indépendant, etc., il a fallu que tu te montres un petit peu audacieux par rapport à ce mode de vie, puisque il a fallu porter ses couilles et partir au front en disant « Ok, je vais déclarer mon entreprise, je vais comprendre comment ça fonctionne, je vais créer des devis, je vais me vendre à des entreprises. » Et c'est quand même une certaine audace, parce que tout le monde n'a pas le courage de faire ça. Et en plus, toi qui es quelqu'un à la base, comme tu le disais, tu vois, c'est-à-dire que les démarches, ça te saoule, et une fois que tu es dedans, faut y aller, tu vois, c'est un petit peu comme tremper son pied avant de rentrer dans l'eau. En fait, ça fait peur parce que tu sais, t'as peur de pas tout savoir, et c'est normal, tu sais pas tout, mais dès que tu vas sur un site, tu regardes comment tu fais, après franchement ça va tout seul, quoi. Ok, ça va tout seul. Eh bien, avant de laisser seuls justement nos auditeurs, petite dernière question, et après on finira sur ce podcast. Si tu avais un message à transmettre à quelqu'un qui n'est pas forcément indépendant, ou un indépendant, qu'est-ce que ça serait? Si tu avais un seul message à transmettre, ça serait quoi? Profiter de la vie. Chacun a une vie différente. Chacun, passe, a une famille différente, et essayez quand même de trouver ce qui vous fait vibrer et le bonheur là où vous êtes. Et si ça ne vous plaît pas, essayez au plus de sortir de ce carcan. Voilà. Et tu penses que tout le monde peut le faire? Dans un monde idéal, oui. Mais je suis pas sûr que tout le monde puisse le faire. C'est dur. Dans des situations vraiment complexes. Là, mon message sonne un peu comme un message de... L'American Dream. Voilà. Yes, mais franchement, je pense que dans 90-95% des cas, il y a moyen de faire quelque chose. Surtout que souvent, on n'est pas forcément au courant de ce potentiel. Oui, c'est ça. Des fois, on est dans une famille modeste ou même un peu aisée, mais on n'est quand même pas ultra heureux. Il y a moyen de faire quelque chose dans ces cas-là, quoi. Autant essayer au moins. Voilà. Autant tenter le coup de vivre de sa passion, de vivre de ce qui nous fait vibrer, travailler à l'enthousiasme, travailler à la liberté, et vraiment profiter de la vie, qui est, je pense, peut-être le mot le plus intéressant et le plus important de toute cette interview, profiter de la vie. Après, c'est pas de la merde le reste de ce que j'ai dit, mais... Un petit peu quand même. Ok, très bien. Merci beaucoup, très cher Vincent. Mais de rien, pas de souci. Merci à toi, Quentin. Avec grand plaisir. Ça me fait très plaisir de commencer cette série d'interviews avec toi en premier candidat, si j'ose dire. N'hésitez pas à retrouver le podcast indépendant, donc avec des interviews toutes les semaines. La prochaine, c'est celle d'un producteur de musique qui sort mercredi prochain. Il y a une interview avec un invité tous les mercredis. Il y a un épisode solo aussi par semaine, en dehors de ces interviews, parfois 2 en fonction des projets. L'ambition de ce podcast, comme je l'ai dit dans le tout premier épisode, c'est que ça devienne une quotidienne. C'est pas forcément facile quand on a aussi beaucoup d'autres projets, mais je vais travailler là-dessus pour produire du contenu inspirant et motivant pour les gens qui veulent devenir freelance et ceux qui sont déjà freelance. Encore une fois, merci Vincent. Très bonne journée à toi et à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Salut. C'est vendant d'être indépendant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et au podcast sur les plateformes de podcast, de laisser un j'aime et de commenter les deux, ça me fait super plaisir et ça m'aide pour le référencement. Merci à toi.